Le franc CFA est aujourd'hui considéré en Afrique comme un symbole fort et comme signe de la continuité de la colonisation des pays africains par la puissance française. Raison pour laquelle beaucoup de spécialistes africains et des professeurs émérites africains décrivent cette monnaie et dénoncent également sa continuité depuis les indépendances. Ils demandent aux pays africains de se soustraire de cette monnaie et à chacun ou à chaque pays africain de créer sa propre monnaie puisque selon eux, le franc CFA reste toujours un signe de la colonisation et un signe de la mainmise du colon français sur les pays africains. Écoutez des professeurs émérites comme le professeur Johnson Asiba dans les universités du Togo qui donne son témoignage et ses révélations très choquantes. Écoutez. La BCAO, ce n'est rien d'autre que la Banque du Sénégal en prolongement. Donc, un jour ou l'autre, la nature devait réagir pour mettre hors d'état de nuire la BCAO. Et c'est ça qui commence avec les États du Sahel. Voilà ce que je voulais dire. Avec la décision de frapper. Avec la décision des États du Sahel qui vont sortir de la BCAO. Et on verra les conséquences après. Et justement, UEMOA vient de perdre, est en train de perdre 3 États membres. Alors, ces 3 États membres occupent les places suivantes. Quand on considère l'importance par PIB nominal, le Mali est le 3e État de la zone UEMOA avec 10 125,6 milliards de francs CFA de PIB nominal. Le Burkina Faso est le 4e en termes d'importance de la zone avec 9 369,2 milliards de francs CFA et le Niger est le 6e de la zone UEMOA avec 7 610,4 milliards de francs CFA. Les données sont de 2020. Les 3 cumulent à eux seuls 27 105,2 milliards de francs CFA de PIB nominal. Et c'est ça qui quitte aujourd'hui la zone franc CFA. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? D'aucuns disent, si on regarde un peu sur les réseaux sociaux, que ça ne représente pas ces sigmas de PIB et sont inférieurs par rapport à l'économie du Ghana ou à l'économie de la Côte d'Ivoire en masse absolue. D'aucuns disent. Mais moi, je crois que le problème ne se pose pas tellement en ces termes. Ce qui m'intéresse un peu, il faut qu'on essaye de faire l'économie, peut-être de répéter certaines choses avec lesquelles nous avons discuté dans le passé. Et je crois que le problème réel qui se pose à mon avis, c'est une lecture, c'est est-ce que les Africains peuvent se prendre en charge pour traiter les problèmes macroéconomiques et de politique industrielle qui sont les leurs. C'est ça, en réalité, le vrai problème. Donc, est-ce que les banques centrales sont compétentes? C'est ça la question, Le problème de la conséquence de la Banque centrale. Alors concrètement, dites-nous les lacunes que vous avez pu... Alors, lorsqu'on parle de la... je vais y venir, parce que le problème, il est le suivant. L'une des premières banques centrales, et celle qui a le plus d'expérience dans cette affaire, c'est la Federal Reserve. La Réserve fédérale américaine. Et comment elle traite ces problèmes de politique monétaire? Elle traite ces problèmes de politique monétaire en ayant pour objectif le plein emploi et la stabilité des prix. N'est-ce pas? Alors, chez nous, au niveau de l'Afrique, de la BCAO, ce qui nous intéresse le plus, c'est tout simplement la stabilité des prix. Or, nous avons des millions de personnes ou des centaines de personnes qui sont en train de mourir dans la Méditerranée. On n'arrive pas à traiter le problème de chômage chez nous. Bon, la question fondamentale est là. Est-ce que la BCAO fait correctement son travail pour choisir les bons taux d'intérêt, n'est-ce pas, à l'aide des modèles techniques que l'on connaît, la DSGE, etc., pour justement permettre de résoudre le problème du sous-emploi et la valorisation des richesses africaines qui sont. Par conséquent, n'est-ce pas, accompagner les banques de second rang, n'est-ce pas,
à pouvoir soutenir la dynamique entrepreneuriale. C'est ça, en fait, le vrai problème. Alors, ce qui va se passer, ce que j'attends, parce qu'il me semble assez important, c'est au niveau de l'AES, que l'on ne reproduise pas mutati mutandis, n'est-ce pas, ce qui s'est passé au niveau, effectivement, avec la BCAO, que je considère qu'avec une certaine forme d'incompétence totale. Alors, voyez, par exemple, je trouve un exemple. J'ai regardé tout simplement et analysé tout ce qui s'est passé en termes de politique économique de Obama. On a considéré qu'Obama n'a pas été compétent au niveau de la politique économique des États-Unis. On a pour habitude de nous présenter les Africains, les Blacks, etc., n'est-ce pas, de ne pas être à la hauteur des problèmes économiques. Alors, ce que j'espère avec l'AES, c'est que cette fois-ci, nous allons pouvoir laisser mettre à contribution le génie africain qui va permettre justement une dynamique entrepreneuriale, l'existence des industries, la valorisation, etc., des ressources qui sont les nôtres. Là encore, permettez-moi de dire, en termes de politique industrielle, en termes de valorisation de richesse, eh ben, déjà, Cheikh Anta Diop l'avait écrit dans Politique économique et culturelle de l'Afrique. C'est-à-dire, il avait identifié l'ensemble des ressources que nous avions, l'or, l'aide, etc., qu'on pouvait valoriser, en termes d'électricité également, le barrage d'Inga, etc. Ce qui est malheureux, c'est que la plupart de nos chefs d'État et la plupart des intellectuels africains, n'est-ce pas, ont complètement ignoré les travaux des savants ou de ceux qui nous ont précédés. À l'heure actuelle, je suis en train de vous dire la chose suivante. Prenez l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, relisez-le, et vous allez voir effectivement que ce que l'AES est en train de faire, c'est que c'est rien d'autre que ce que Cheikh Anta Diop avait déjà prévu. Mais de façon concrète, professeur, si vous aviez à conseiller aujourd'hui les trois présidents de l'Alliance des États du Sahel, par rapport à la Banque centrale des États du Sahel, j'imagine, ils sont en train de créer une banque, j'imagine ça va évoluer pour prendre peut-être sans doute ce nom, Banque centrale des États du Sahel, vous leur direz de ne pas reproduire quoi comme erreur, de façon concrète et précise? Mais et c'est la souveraineté monétaire qui est assez importante et la conduite de la politique monétaire. Alors, d'une part, il a été dit à l'instant, ce qui était important, c'était de constater que nous sommes propriétaires des devises que nous aurons acquises sur le marché international par la vente de nos biens. Absolument. Ça, c'est la première chose. Vous voyez, avec ce paquet de devises, déjà, vous pouvez vous mettre dans la dynamique des réalisations des infrastructures, de l'amélioration de la situation de l'emploi, de la valorisation, de la création des filières industrielles qui jusqu'alors ne sont pas valorisées. Voyez-vous? Donc, il y a déjà là des ressources qui sont assez importantes. Mais la question après, on l'a soulevée. Bon, moi je considère que ce n'est pas autour de cette table que nous pouvons résoudre l'arbitrage rigide de change fixe, rigide de change flottant. Et M. Abou est certainement conscient de cela parce que c'est beaucoup plus technique que cela. Donc, mais il a dit que les spécialistes... c'est en amont. Bien sûr. Et par ailleurs aussi, il n'est pas... C'est une question de discrétion. Nous n'avons pas valorisé à mettre sur la table comment nous allons conduire cette politique, etc. Parce que dès lors que vous le dites, et vous le savez très bien, que nos économies ont fait l'objet de sabotage, déjà au niveau effectivement de la Guinée en 58 et d'autres, etc. Donc nous disposons effectivement, il faut être discret, pouvoir traiter ces problèmes-là. Et lorsque des mesures seront prises, et bon, d'accord. Et d'abord, on force le Mali. On force ces trois pays à trouver en fait une solution crisistique, qui est une solution de survie. Parce qu'il y a un banditisme qui consiste à saisir les avoirs de ces nations, ou en tout cas du Niger, et comme on l'a fait au niveau du Mali, alors que c'est aucunement écrit nulle part. Donc, mais pourquoi voulez-vous, n'est-ce pas, déjà, nous autres, nous disions que le CFA, la BCAO, se comporte mal, puisque le compte d'opération consistait à bloquer les 50% des devises qu'on avait connues, qui nous reviennent, comme si nous ne savons pas gérer nos propres devises. Là, c'est pire. C'est que la BCAO saisit les avoirs d'une nation. Auquel titre? À quel titre?
Mais il faut bien trouver une solution. J'avais dit au départ, le vrai problème qui s'oppose, c'est le morcellement du Mali. Le Mali doit retrouver, parce qu'aucune nation n'a essayé, même. Je vous souhaite, prenez le cas, par exemple, tout simplement, de ce qui s'est passé au niveau de la Nouvelle-Calédonie, qui demande son indépendance, et que, justement, la France ne désire pas, et ils sont plus nombreux. On est allé complètement assassiner gratuitement des nouveaux Calédoniens. Ou la Corse. Ou la Corse. Avec Jean-Guy Talamoni. Voilà, absolument. Et autres. Donc, ce que le Mali fait, c'est de retrouver son unité territoriale. Ça, c'est une chose importante. Quoi qu'il en coûte, même s'il faut passer un pacte avec le diable pour retrouver l'unité territoriale, qu'il passe le pacte avec le diable pour le faire. C'est une position que nous devons avoir. On ne peut pas morceler. Parce que le morcellement du Mali aboutira à d'autres morcellements. Et la balkanisation de l'Afrique, déjà, a commencé, est existante depuis 1884. Regardez des frontières qui existent, de morcellement de la partie du Togo qui se trouve dans le Ghana, etc., qui fait qu'en fait, on est dans une situation d'imbroglio. Nous ne pouvons pas accepter que le Mali soit morcelé. Il faut que le Mali retrouve son unité territoriale. Et second point, au niveau de l'AES. L'AES, c'est une solution par rapport Conjoncturel, mais qui devrait être structurelle. Pour en finir avec la servitude du franc CFA et s'inscrire dans la dynamique du développement du Mali ou de ces trois pays qui sont l'AES, etc. Le modèle. Cela dit, professeur, l'AES, c'est pas une union monétaire. Non, c'est un processus de construction. D'accord. Mais si c'est un processus de construction, mais d'abord, il faut que les Nigériens puissent exister. Bien sûr. Il faut que les Maliens puissent exister. Maintenant, l'histoire de la façade. Non, il y a quelque chose que Madame avait dit sur le plan stratégique qu'il est important de retenir. C'est vrai, c'est l'attitude de l'Algérie, la position de l'Algérie par rapport au Mali dans cette situation-là. L'Algérie, la Mauritanie, mais il n'en demeure pas moins vrai que l'Algérie, lorsque le Mali était sous embargo, l'Algérie a mis à la disposition une possibilité de pouvoir... Conditionner. Oui, d'accord, Oui, mais toujours. Elle a fait. Mais elle s'est opposée aussi à toute intervention bien sûr. militaire au Niger, de la Bien CEDEAO sûr. au Niger. Elle a raison Il faut de aussi soulever ce le problème. rappeler. Et donc, les dirigeants maliens devraient tenir compte, et je crois qu'ils sont suffisamment avertis de savoir qu'en fait, la voie n'est pas si lisse que cela et qu'il y a des difficultés. L'AES, c'est une réponse conjoncturelle qui doit s'inscrire dans une dynamique. Lorsque nous disons le dollar, on pense immédiatement aux États-Unis d'Amérique. Lorsqu'on dit le yen, c'est le Japon, le yuan, c'est la Chine, et ainsi de suite. Lorsqu'on parle du franc CFA, dans le subconscient collectif, ça ne veut rien dire. Nous transitons par la France. Donc nous disons et nous répétons, ceux qui ont tué nos arrière-petits-enfants, nos parents, nos arrière-parents, etc., tous ils sont morts. Ici et maintenant et aujourd'hui, ce sont leurs arrière-petits-enfants qui sont là. Nous sommes soit du même âge, soit nous sommes même un peu plus âgés, etc. Nous n'acceptons plus cette subordination aux autres. Lorsqu'on est souverain, lorsqu'on parle de la souveraineté, j'insiste, le triangle de souveraineté, c'est 3 points. Le premier point, c'est battre la monnaie. Quand vous êtes indépendant, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui jeudi. C'est ça. Quand vous hissez votre drapeau pour dire que vous êtes indépendant, au plus tard le vendredi, c'est-à-dire demain, vous sortez votre monnaie. Conditionnalité pour mettre tout le monde au travail. Parce que celui qui produit la richesse, c'est l'être humain. Il faut le mettre au travail. Et pour le mettre au travail, il y a deux moyens. Le moyen que nous allons considérer comme dépassé, c'est le mettre en esclavage et il travaille gratuitement pour vous. Mais le deuxième moyen moderne, c'est de le payer. Et il met en mouvement sa force de travail. Et il produit les richesses. Quand on dit les richesses, ce n'est pas seulement le bien des maisons, tout ce qu'on produit, les biens et services.
C'est ça. Donc, la monnaie, c'est un élément essentiel de la souveraineté. Deuxième élément, c'est le droit, c'est la défense et sécurité. Si vous n'avez pas la possibilité de vous défendre, vous êtes esclavagisable à tout moment. Et c'est dans ça que se trouve l'Afrique. Voilà pourquoi n'importe qui vient cracher sur nous, parce que nous sommes incapables de nous défendre. Donc vous nous expliquez, Donc, professeur, que ça c'est cette déjà monnaie... le deuxième point. Et le troisième point du triangle, c'est le droit positif, c'est ne pas dire la Constitution. Si vous êtes capable de vous défendre, on viendra pas vous imposer des dirigeants ou bien une Constitution, etc. Donc ici et maintenant, et nous parlons, nous disons, la monnaie, c'est un élément essentiel. Si vous voyez la France dicter des ordres de gauche à droite, ou bien ce qu'on appelle les bailleurs de fonds, tout ça, c'est parce que les Africains ne se donnent pas les moyens de ce que j'appelle leur monnaie. Si on a notre monnaie, on a Et ça a une tout. dimension identitaire chez vous. Mais c'est forcément. C'est forcément Donc ça. ici, comme vous parlez des problèmes du Sahel, Oui. je crois qu'on va en débattre. Bien sûr. Ils veulent sortir de la subordination monétaire dans laquelle se trouvent les 15 pays d'Afrique. Ils veulent être souverains, c'est-à-dire le souverain veut dire par définition, c'est pas la peine de trop se compliquer, c'est le dernier décideur. Dans la zone franc CFA, le dernier décideur, on peut vous dire tout ce qu'on veut, mais c'est la France. Pourquoi? Parce que le franc des colonies françaises d'Afrique, c'est son nom, appartient à la France. Il l'a créé pour ses propres intérêts. Et c'est avec ça qu'elle maintient en laisse tous ces pays-là qui utilisent le franc des colonies françaises d'Afrique. Peu importe l'habillage nouveau qu'on lui donne, moi je ne vais pas prononcer Le ça. premier enseignement qu'on tire de votre propos, professeur, Pardon? le premier enseignement qu'on tire de votre propos, professeur, c'est que les 3 États du Sahel qui viennent de décider de battre leur propre monnaie seront désormais le premier décideur, les premiers Voilà, décideurs. ils n'auront plus besoin, c'est-à-dire la France n'aura plus prise sur eux. Ils seront totalement libres. Très bien. Eux qui vont décider. On approfondira tout à l'heure avec vous, professeur, la question de l'exercice de la souveraineté et qui implique que la souveraineté monétaire est la première des souverainetés, précisément par rapport à la question de la souveraineté. Professeur David Asiba Johnson, je l'ai dit, vous êtes auteur d'un livre à paraître sur Sylvanus Olympio, ce président qui a été assassiné en 1963, le président est togolais. Ça veut dire quoi? Que lui aussi, il a été l'un des premiers à avoir compris que la souveraineté, que la monnaie est un outil essentiel. C'est pour ça qu'il a décidé de doter son pays, le Togo, d'une monnaie, même si malheureusement son projet ne verra jamais le jour, ne se concrétisera jamais. Oui, merci. Vous savez, dans ces affaires, il est assez important de faire des rétrospectives historiques pour essayer justement d'appréhender mieux le réel. Parce qu'on dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas d'où il vient et pour celui qui ne sait pas où il va. Alors, il me plaît là de citer quelque chose. Comme d'habitude, vous savez que c'est une approche chez moi qui est fondamentale, mais qui s'inscrit dans la démarche de mon collègue et qui est relative à une déclaration de Mohamed V le 2 juillet 1959. Alors, il dit ceci pour l'inauguration de sa banque centrale. On est en 59, hein, alors que le Togo l'avait déjà envisagé déjà en 56-57. Alors, Mohamed V dit ceci. Le roi du Maroc, hein, Oui. le père de l'actuel roi. Voilà. Grand-père. Le grand-père, pardon, le grand-père plutôt. La souveraineté de toute nation se manifeste par des attributs, notamment la liberté d'action dans la conduite de la politique financière et monétaire et l'orientation de son économie conformément à ses intérêts et par la possession d'une monnaie nationale émise par une banque nationale et non une monnaie satellite émise par un institut étranger. Nous sommes en 59.